Et salut à tous, c'est Magicura pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci chapitre 403 de Hunter x Hunter. On va faire un résumé et puis donc juste pour info, semaine prochaine, semaine d'après, bon pas mal de trucs à faire donc je sais pas si j'en ferai mais je verrai. On va faire un live sur YouTube mardi à 20 h. Pas que j'oublie, mais voilà. Et donc, voilà, ça me permettra de discuter un petit peu avec vous de ces chapitres-là. Et donc, dans ce chapitre 403, pas de Léolio. C'était un truc. Personne. Il y avait des gens qui pensaient qu'il y aurait Léolio, mais bon, parce que comme c'est le chapitre 403 et que c'était son numéro dans l'examen de Hunter, bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Il y aurait eu de la place pour lui, par exemple, avec Fugetsu, tout ça, mais bon, c'était pas le cas. Et en même temps, il n'y a pas eu, y a rien eu au chapitre 99, il n'y a pas eu de Kiro au chapitre 99, il n'y a pas eu, enfin voilà. Togashi fait pas exprès de mettre des chiffres en rapport avec des choses, enfin il y a pas de ça chez lui. Donc voilà, il fait son histoire comme il le faut et c'est tout. Je vais faire quand même un rappel du chapitre précédent parce que comme on est sur la suite directe, ça permet de plus facilement dérouler la suite. Donc je vais y aller rapidement quand même. Mercredi, donc le 11e jour depuis le départ du Blackwell, on a Balsaminko, chef des gardes qu'on voit là, qui est chef des gardes du premier prince Benjamin, qui se préparait à aller voir le prince Arkenberg pour l'assassiner avec donc du poison, du gaz, on va dire, dans sa chaussure. Au même moment, on avait une discussion entre Senritsu Kaiser, qui est le directeur adjoint du bureau judiciaire, et la bête de naine qui a pris l'apparence de Kacho après sa mort. Donc pour plus de simplicité, je vais dire que le 10e prince Kacho qui est morte, je vais l'appeler Kacho 1, et la bête de naine qui a pris son apparence et qui peut traverser les murs, je vais l'appeler Kacho 2. Voilà. Bon, ça me permettra, et même dans mes futures discussions, ça permet de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc les trois, Kaiser, Kacho et Senritsu, essayent de sauver Fugetsu, 11e prince, qui est de plus en plus mal en point, et ils ont vu des traces de piqûres dans son dos, et bon, bah, ils ont un peu sauté sur la conclusion qui pourrait s'agir du 7e prince, Lusurus, vu qu'il a des penchants pour la drogue. Donc il l'aurait empoisonné ou un truc comme ça. Donc leur but c'est de tuer l'Usurus et donc ils ont monté un plan. Le but c'est que Fugetsu aille dans la suite 1007 de l'Usurus pour pouvoir y retourner plus tard, ou en tout cas créer un emplacement de porte pour pouvoir y retourner plus tard avec son pouvoir de naine, donc de sa bête de naine protectrice. Et du coup, pour tout ça, ils inventent une histoire comme quoi il y a des lettres officielles qui avaient été écrites par Kacho 1 avant sa mort. Et donc Fugetsu, sa sœur jumelle, va apporter ces différentes lettres au prince. Et ça lui permet en plus de voir plusieurs lieux de vie des princes de ses yeux, ce qui notamment pourrait lui permettre d'y retourner avec son naine plus tard. Voilà, en réalité, bon, bah, c'est Kaiser qui a fait rédiger ces lettres-là à Kacho 2. Bon, c'est toujours elle, donc elle a toujours la même écriture. Mais dans les lettres, il y avait des contenus différents en fonction des princes, et notamment certains éléments à charge contre d'autres princes. Donc ce qui était des informations secrètes qui avaient été auparavant chopées par le service judiciaire. Et ça, c'est dans le but de monter les princes les uns contre les autres. Mais quand même, c'est un peu surprenant de la part de Senritsu, surtout, même si elle est Hunter, de vouloir direct assassiner l'Usurus sans vraie preuve. Et il y a deux choix. Alors, soit il y a des gens qui pensent que c'est en fait Senritsu qui sait que Kaiser est manipulé ou auto-manipulé. Du coup, elle aurait tendu un piège à Kaiser
en essayant de voir s'il serait vraiment capable de tuer un prince juste comme ça. Ou alors, bah, c'est vraiment l'urgence de la situation qui ont fait, voilà, ils ont dit bon allez, il faut qu'on prenne une décision. On va tuer l'Usurus. Si c'est pas lui, c'est pas grave. Voilà. Euh, ok, donc voilà. En tout cas, à la fin de ce chapitre 402, Senritsu avait senti un tremblement de naine au deuxième étage. Et donc c'est là où il y avait le prince Arkenberg. Et en plus, le prince Arkenberg, on a appris qu'il s'était évanoui. Et donc ce qui nous amène au chapitre 403, qui est nommé Résultat. Donc là, alors, on est toujours le même jour, le 11e jour, mercredi. On revient en fait un peu en arrière à 6h30 du matin. Et là, la première chose à dire, c'est qu'il y a un dessin de bâtiment qui est un peu surprenant parce que, enfin moi ça m'a tiqué tout de suite, c'est que le bâtiment et la dénomination sont pas pareils que celui qu'on avait vu avant. Chapitre 386 quand il y avait Senritsu qui se faisait interroger par Kaiser. Et bon, alors apparemment il y aurait au deuxième étage plusieurs bâtiments du service judiciaire et donc là ce serait un autre bâtiment avec le tribunal. En tout cas, Balsamico y rentre avec l'intention de tuer Arkenberg pendant l'audience, en utilisant donc en l'aspergeant de gaz TSK-17, même si il y a un risque de contamination des juges, des avocats, tout ça. Mais bon, pour lui, le risque est calculé. Normalement, il n'y a pas de problème, il devrait pouvoir éviter une épidémie. Et au pire, ils invoquent la loi martiale, et puis j'imagine qu'ils butent tout le monde. Voilà. Donc les gardes de la milice privée de Arkenberg, en fait, ils sont surveillés alors, soit en zone VIP, soit il y en a qui ont été bazardés, dispersés aux niveaux les plus bas. Donc à ce moment-là, forcément, Balsamico pense que Arkenberg est seul, et donc comme il est censé avoir un naine conjoint de groupe, a priori, Balsamico pense que il est livré à lui-même et donc qui peut se faire tuer à ce moment-là. Donc voilà, donc, Balsamico passe par un couloir, il s'arrête en plein milieu et face à lui, au fond du couloir, il y a un homme et une femme qui discutent et en face, il y a un mec qui est assis avec donc son ordi portable sur les genoux. Balsamico se tourne, il voit Vict, qui est un garde de Benjamin aussi. Donc voilà, un peu surprenant. À ce moment-là, Balsamico il ressent le tremblement d'aura et il comprend rien. Normalement, Arkenberg est seul, il n'est pas censé pouvoir utiliser son pouvoir de naine. Et à ce moment-là, on a Vict qui utilise. Alors si la musique est la musique est automatique, donc j'entends que la musique est un petit peu joyeuse, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de changer ça pour la prochaine fois. Il se tourne, donc il voit que Vict utilise un langage militaire avec ses mains et il dit qu'il a découvert le secret du pouvoir de Arkenberg. Je reviendrai dessus. Mais en fait, donc il y a Arkenberg qui apparaît plus loin avec son arc de naine et un groupe de civils derrière lui. Alors il est donc au fond du couloir à gauche, bien plus loin. Donc en fait, Balsamico peut pas le voir. Donc en gros, l'homme assis avec son PC, il fait des mouvements de la main pour expliquer exactement à quelle distance se trouve Balsamico. Et Arkenberg fait un calcul pour savoir exactement quel angle il doit faire. Donc il fait quelques pas, il trouve l'angle exact, et puis il tire sa flèche. Et voilà, on n'a pas la suite. Donc balèze pour calculer les angles là, parce que moi je fais ça assez régulièrement, mais j'utilise toujours le temps une calculette. Bon bref. Donc la veille, il y avait Vict, le fameux garde de Benjamin, qui était assigné, donc je vous rappelle, à la suite princière, donc 1009, et il avait affronté Arkenberg. Et il y avait Balsamico et Benjamin qui étaient en radio et qui avaient pu entendre l'affrontement.
il disait que son attaque, enfin Vic disait que son attaque avait rien pu faire contre Arkenberg et que son arc était invincible, un truc comme ça. Donc son attaque c'était Tackle Shield, on l'a jamais vu, mais a priori c'est un genre de bouclier qui permet de faire de l'attaque ou un truc comme ça. Bon. Toujours est-il que donc a priori il se serait fait toucher Vict, et normalement l'âme d'un des gardes de Arkenberg est dans son corps, qu'il a pris son contrôle. Du coup, ce qui est logique, c'est que en gros, Vict ait fait, enfin le garde à l'intérieur de Vict ait fait des mouvements de main, des signes militaires pour en fait distraire Balsamico juste le temps que Arkenberg il ajuste son tir. Parce que bon, tirer à travers les murs quand tu vois pas ta cible, c'est galère quoi. Je vais revenir quelques secondes sur le nom de l'attaque de Arkenberg. Donc son arc et tout ça, ça s'appelle Grimal les dissonances, sous-titré Le garçon tirant avec un arc cruel. Donc il y a 2 références là-dedans, notamment une intéressante. Grimal, en fait, donc c'est une référence à un violoniste français, David Grimal, et qui a créé un orchestre depuis plusieurs années qui est nommé Les Dissonances. Donc Grimal, Les Dissonances. Bon, jusque-là, bon voilà. Comment Togashi le connaît a priori, David Grimal aurait fait des tournées au Japon, enfin des trucs comme ça. Donc peut-être qu'il a été le voir là-bas ou je sais pas. En tout cas, voilà. C'est intéressant de voir qu'on a un Français dans Hunter x Hunter maintenant. J'ai dit le X, tiens. Voilà. Des fois, ça me le fait tout seul. Et pour le sous-titre de l'attaque, en fait, c'est écrit en japonais. C'est écrit, donc, enfin, moi je le traduis en français, le garçon tirant avec un arc cruel. Mais en vrai, il s'agit d'une nouvelle anglaise. Et donc, le garçon tirant avec un arc cruel en japonais, c'est donc une nouvelle qui s'appelle We Need to Talk About Kevin. Donc c'est peut-être ce que vous avez lu dans certaines traductions. Et ça, c'est donc une nouvelle de Lionel Shriver sortie en 2003 et qui a été adaptée en film en 2011 avec notamment Tilda Swinton et Ezra Miller. Bon, Ezra Miller donc, qui joue Kevin et qui est pour ceux qui connaissent, en tout cas c'est celui qui jouait Flash dans Justice League, dans les derniers Justice League, tout ça, dans son film aussi, et il a joué dans les Animaux Fantastiques, enfin voilà. Mais il a fait quelques conneries, donc je sais pas s'il va être beaucoup sur les écrans maintenant. En tout cas, bon, c'était en 2011, et je vais spoiler un petit peu le film, donc si vous avez envie de le voir, passer une trentaine de secondes, voilà, c'est juste parce que c'est intéressant ce qui va être dit. Donc en gros, dans le film, Kevin, donc c'est un ado en prison qui a commis une tuerie dans son lycée et qui aurait donc tué avec des arcs, ou avec un arc, et donc il aurait aussi tué son père et sa sœur. Bon voilà, je fais le résumé très rapide. Et si ça se trouve, Togashi va carrément aller plus loin dans la référence en faisant tuer Kamiya par Arkenberg et Nasubi par Arkenberg. J'y crois pas trop, mais en tout cas, il y a une référence là-dessus. Bon, en tout cas, avec rien que l'attaque de Arkenberg. Et c'est vrai que quand on traduit la version japonaise, le garçon tirant avec un arc cruel, c'est plus logique que de le traduire avec le nom original, même si c'est vraiment le nom original de la nouvelle, We Need to Talk About Kevin, qui est un peu bizarre, quoi. Enfin, voilà, c'était petit aparté, et on va reprendre tout de suite. Donc, juste après l'attaque, Benjamin reçoit un coup de fil d'un de ses hommes qui lui explique que le procès n'a pas eu lieu et que Arkenberg se sent mal. Donc, au début, Benjamin, il pense que Balsamico et Arkenberg se seraient attaqués mutuellement. Mais normalement, le gaz TSK-17, il met du temps à agir. Donc, théoriquement, ça devrait pas être le cas. Le mec dit à Benjamin que le 9e prince est actuellement avec des partisans
Et du coup, Benjamin commence à penser que les gardes sont pas les seuls à pouvoir accroître le pouvoir de Harkenberg. Donc, s'il y a des civils qui supportent sa cause, peut-être que ça suffit à activer l'arc. Benjamin donc pense que le pouvoir de Harkenberg est de type manipulation, de type astreignant, enfin de catégorie manipulation de type astreignant. Et que normalement, dans un affrontement entre manipulateurs, c'est le plus rapide qui gagne. On avait déjà vu ça avec Charnal quand il s'est battu contre un Chimérante, etc. Et normalement, c'est Balsamico qui avait dit ça à Benjamin. Alors, ce que je comprends par ça, et c'est peut-être pas. Enfin, vous me direz si vous avez compris la même chose, mais pour moi, en fait, Balsamico est lui-même de la manipulation. Il se serait auto-manipulé pour éviter de se faire manipuler par l'arc de Harkenberg. Mais apparemment, et c'est ce qu'a l'air de penser Benjamin, quand c'est un N de groupe, c'est tellement puissant qu'en fait, ça peut, entre guillemets, désactiver une auto-manipulation et manipuler directement. Bon, en tout cas, à ce moment-là, Benjamin, il pense que Balsamico est très certainement manipulé, mais il le prend au téléphone. Il lui dit que... donc Balsamico dit que la flèche de Harkenberg, je vais y arriver, ne l'a pas touché et qu'il a perdu connaissance. Bon, il dit Balsamico qu'il va faire un rapport de ses résultats en fin de journée, mais Benjamin, quand même, il tique un peu, il veut pas se laisser avoir, il pense que c'est un piège et en tout cas, il s'apprête à faire usage de la loi martiale s'il faut, tuer Harkenberg, tuer Balsamico, et puis on n'en parle plus. Mais en tout cas, il demande, il met en état d'urgence toute sa milice au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage aussi. Et de là arrivent Kaiser et Fugetsu avec la lettre posthume de Kacho 1. Donc on revient au chapitre précédent. Et je dirais que c'est quand même assez intéressant, cette histoire, parce qu'à un moment donné, Benjamin dit qu'il veut être en bon terme avec le département judiciaire. Et ça, c'est assez intéressant parce que après le chapitre de la semaine dernière, il y avait beaucoup de gens qui parlaient sur les forums, etc., qui se plaignaient un petit peu, ils trouvaient que ça avançait pas beaucoup, qu'ils se demandaient à quoi ça servait, toute cette histoire judiciaire, etc., que normalement, avec du naine, tu butes un mec et puis c'est fini et tout. Et puis il trouvait que ça alourdissait le récit. Ce qui est peut-être pas faux pour certains, ça peut alourdir le récit, c'est clair. Mais je trouve que ce que dit Benjamin là, c'est vraiment pas con parce que en vrai, c'est le genre de phrase qui justifie tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les princes, ou en tout cas Benjamin, il veut pas seulement être roi, il veut pouvoir gouverner. Et donc, oui, il pourrait buter tout le monde et puis dire on fait la loi martiale, on bute tout le monde et hop, je suis le roi. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient partisans de ça, quoi, qui acceptent. Voilà. En tout cas, bon, on passe. Du coup, ouais, voilà, on arrive. On voit pour la première fois presque la reine Unma qui est au téléphone avec son fils qu'elle appelle Harkenberg. Et donc son fils serait bien Harkenberg, donc la première reine. On l'avait déjà vu un petit peu, c'est pour ça on avait vu dans un petit encadré son visage, et effectivement moi j'avais déjà vu que son nez ressemblait un petit peu à celui d'Harkenberg, mais à l'époque on savait pas trop, c'est vraiment qu'à partir du chapitre 401 qu'on vient d'avoir que toutes les théories sont un peu permises. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que Beyond a fait des enfants, qu'il y a une possibilité pour les reines d'avoir des enfants autres qu'avec avec le roi, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Et tout de suite, je me suis dit, Harkenberg,
Unma. Bon, en tout cas, là, on a un petit peu, on a la justification par la suite, puisque Benjamin lit la lettre, soi-disant venant de Kacho 1, mais qui a été écrite par Kaiser, comme je le disais. Donc, dedans, Kacho 1 prétend avoir lu sur un site étranger que Arkenberg serait donc le fils de la reine Unma, et qu'elle aurait, donc la première reine, aurait demandé à la deuxième reine Nuazul de protéger Arkenberg de ses frères, donc Benjamin et Tserinich, en changeant Arkenberg dans l'ordre de succession, qui se retrouve 9e. Voilà. En tout cas, il est plus attaché à la reine Unma. Donc Kaiser, il a évité de mettre trop de détails dans sa lettre, puisque ce serait quand même un peu bizarre que Kacho 1 ait ce genre d'infos super importantes. Donc c'est pour ça qu'il a un peu noyé le poisson en disant que ça venait d'un site internet, même si l'info est juste du coup. Mais bon, Benjamin, il hésite quand même. Il dit bon, ça vient du net, c'est possible, peut-être même qu'il l'avait déjà entendu cette info, mais voilà. Et en tout cas, Kaiser, il veut éviter que Benjamin commence à soupçonner le bureau judiciaire de divulguer des infos. Donc c'est pour ça qu'il reste un peu éloigné. Pour certains autres, genre l'Usurus, il a été peut-être un peu plus direct, mais avec Benjamin, il ne faut pas faire trop de conneries. Et donc, comme on avait vu dans le chapitre précédent, Benjamin, par cette révélation, par cette lettre, il était un peu distrait. Et c'est pour ça qu'il parle et puis il fait allusion, sans trop le vouloir, au plus haut niveau de la loi martiale. Et ce qui fait penser à Kaiser que en fait, Benjamin, il attend la moindre occasion pour utiliser la loi martiale au plus haut niveau. Donc on a les autres princes qui ont pour la plupart accepté les lettres, à part Tserinich, donc 4e prince, et Marayam, 13e prince. Bon, et puis Arkenberg, mais pour le moment c'est parce qu'il est évanoui. Pour Tserinich, a priori, il aurait demandé à ce qu'on jette la lettre. Pour Marayam, je me dis que c'est peut-être les gardes qui veulent pas faire rentrer des gens autres que les gens autour de Mariam, puisqu'il y a eu toute une histoire avec la bête de naine, l'effet de la bête qui crée un espace de naine, etc. Donc peut-être qu'ils veulent éviter que les gens rentrent. Bref. On a donc par la suite Senritsu, Kaiser et Kacho 2 qui veulent direct passer à l'action le lendemain soir, donc le jeudi, le 12e jour, contre le 7e prince Usurus. On est de retour dans la chambre 1014 avec Kurapika et Oito, la 8e reine. Kurapika a dit qu'il n'est pas possible donc de sortir à cause d'une barrière de naine, pas possible de sortir du Blackwell, mais qu'il aimerait bien essayer quelque chose pour protéger Wobble et les autres jeunes princes. On retrouve alors Shorai dans sa chambre 1003 qui discute avec sa garde concernant les pièces qui sortent chaque jour de sa bête de naine. Il y en a une qui a changé de valeur et qui est passée du 1 au 10, comme on avait vu que ça s'était déjà passé pour Coven Toba, un des gardes de Benjamin. Il demande à ces gardes-là à quoi ça sert, de leur trouver des idées, mais en fait, ils donnent que des trucs simplistes, des trucs logiques, vu qu'ils connaissent pas le naine. Et forcément, Shorai dit qu'il a besoin de Kurapika. Ça peut être très possible qu'au bout de 10 jours, ça change de valeur, puisque c'était déjà le cas avec Coven Toba. Au bout de 10 jours, vu que c'était lui qui avait la première pièce, au bout de 10 jours, elle avait changé de valeur. Donc bon, peut-être qu'il faut attendre 10 jours, 50 jours, 100 jours. Mais c'est vrai que c'est ce que propose l'un des gardes. Bon, on n'a pour le moment pas plus d'infos, mais il y a de fortes chances que dans le prochain chapitre, on en apprenne plus. Parce que cette affaire commence à traîner un peu. Et on est un peu plus tard, on est toujours dans le tribunal, Kaiser discute avec Steiner. Arkenberg aurait prévenu que lors d'une rencontre avec ses partisans, il y a souvent des gens qui tombent inconscients. Ah oui, c'est la joie intense de rencontrer Arkenberg, hop,
paf, les mecs ils tombent. Mais il n'y a pas de souci, ils se relèvent, aucun problème. Mais alors, déjà, évidemment, Kaiser il tique un peu, il se dit qu'il y a un truc. Et en plus, il y aurait une personne qui serait tombée inconsciente, mais à un autre endroit et à un autre moment. Et donc, Kaiser, ce qu'il voudrait, c'est d'abord interroger ce mec-là. Et donc, on a le nom de ce gars-là. Et ça, suivant les traductions, c'est différent. On a eu du Wario, Walio, Wario, Woolio. Bon, moi, je vais garder Wario parce que ça me fait rire, mais voilà. Je saurais pas dire exactement euh, quel est son vrai nom. Mais bref, on le voit ici. Et Kaiser va donc voir Wario. Et Kaiser, il explique direct, il est assez direct. Hein, il dit qu'il existe des pouvoirs surnaturels et que bon, ben, il est prêt à soutenir Arkenberg si ça lui permet de protéger Fugetsu. Donc Wario lui montre le tatouage qu'il a au niveau, le tatouage de plume qu'il a sur la main, et il explique que Arkenberg s'attendait à ce que Kaiser vienne lui poser des questions. Voilà, il a l'air de connaître le Nen, etc. Donc Wario est assez clair avec Kaiser. Il lui dit Arkenberg va bientôt mourir. Ok, bon. Euh, Par la suite, Balsamico rappelle Benjamin, et là, il affirme avoir réussi sa mission, qui va lui informer ce soir du résultat. Bon, et puis on voit donc en fantôme comme ça une tête de Arkenberg qui explique que effectivement, il a pris possession du corps de Balsamico comme on s'y attendait, comme on avait un peu prévu la semaine dernière. Mais en tout cas, maintenant, on le sait, c'est clair, il a pris possession du corps. Et Kaiser rentre dans la chambre de Arkenberg qui est donc entourée de tous ces civils là. Et enfin, dernière page, on a dans la chambre 1014 Kurapika qui va lancer le deuxième cours de Nen, donc demain le jeudi, et qui veut annoncer la publication du contenu de la lettre. D'abord, il veut faire une annonce, c'est important, du contenu de la lettre de Kacho qui était adressée à Oito. Donc il veut faire ça pour trois choses, il explique, il dit qu'il veut éviter les soupçons inutiles, qu'il veut ralentir la guerre de succession, et il veut aussi éviter que donc, les princes de rang supérieur commencent à s'inquiéter du contenu des lettres des rangs inférieurs, et donc commencent à vouloir un peu les attaquer pour récupérer la lettre ou un truc dans le genre. Et par contre, il s'attend, vu qu'il a dit je vais faire une annonce, on va je vais faire une annonce, je vais dire ce qu'il y aura dans la lettre de Cacho. Il s'attend à ce que des gens l'appellent, des princes, ou voilà. Donc on aura sûrement ça très bientôt. Et il explique aussi, Kurapika, qu'il a reçu une deuxième lettre en même temps, avec beaucoup plus d'infos, évidemment, toutes les infos de Senritsu. Donc il y a la lettre adressée à Oito, qui est comme tous les autres princes, et la lettre adressée à Kurapika, qui est beaucoup plus importante, hein, puisque là, il explique certainement que Senritsu a mis toutes les infos qu'elle savait pour Kurapika. Et donc on a à la fin du chapitre Kurapika, Oito, bon, on voit pas, mais très certainement qu'elle porte Wobble, et qui rentre dans la suite 1003 de Shorai. Voilà, je vais y arriver. Je commence à ne plus avoir de voix parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un enregistrement, mais qui a foiré. Donc c'est pas grave. Voilà, donc c'est le chapitre 403, c'était super intéressant. On avait donc j'ai deux trois trucs à dire à ce propos-là. On se souvient que donc en fait Camilla, au tout début du bateau, bon, elle voulait voir Benjamin mort et tout ça, mais surtout elle avait dit, je crois, que Arkenberg, elle voulait tuer Arkenberg. Ce qui pourrait du coup justifier le truc, parce qu'au début je me disais mais pourquoi elle veut voir son petit frère mourir? C'est un peu chelou. Bon, peut-être qu'ils s'entendent pas vraiment bien, mais du coup, si elle sait que c'est pas enfin, pour le coup, que c'est pas le fils de Unma, d'Oazul, c'est le fils de Unma, ça pourrait justifier le fait qu'elle ait envie de le tuer. Sinon, on a effectivement la mort. Enfin, pardon.
Kurapika, il évoque un moyen, en gros, de sortir de la guerre de succession. Euh, j'ai pensé au fait, mais j'en avais déjà parlé pendant mon podcast de 10 heures, là, je crois qu'il y a la possibilité de mourir pour échapper à la guerre de succession. Entre guillemets, tu meurs et tu revis grâce au naine post-mortem, et en gros, tu es sorti de la guerre de succession. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que Camilla est déjà plus en lice, puisqu'elle a déjà eu le cas. Bon, je sais pas, ou alors il a trouvé une autre solution. Mais enfin, je pensais à ça parce qu'évidemment, peut-être que toute l'histoire avec Néon, c'était peut-être comme ça qu'il l'avait fait. Il avait peut-être trouvé un moyen, entre guillemets, de sortir d'une situation, donc c'est-à-dire de tuer Néon pour la faire revivre, euh, peut-être en lui injectant un truc ou je sais pas, et donc permettre à Néon de récupérer son pouvoir. En gros, ou d'éviter l'histoire comme quoi. Enfin, parce que Kuroro n'a plus le pouvoir de Néon dans son livre. Donc c'est qu'il s'est passé un truc. Soit Néon est morte, soit Kurapika a trouvé un moyen d'échapper à ce truc-là. Peut-être qu'on apprendra autre chose. C'est peut-être pas par la mort, c'est peut-être par autre chose, par une autre manière. Euh, Sinon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait une théorie à propos de Tserinich, comme quoi, en fait, il aurait bien lu la lettre, mais c'est juste que disons il était en Zetsu, il a vu Fugetsu arriver avec la lettre, dit non, non, ça m'intéresse pas, jetez là, et en fait, comme c'est une manipulation des gens, si ça se trouve, il a eu le temps d'aller voir la lettre, de lire vite fait la lettre, et de la remettre dans son. Enfin, un truc comme ça, avant de la jeter. Ou faire semblant qu'il n'allait pas la lire, mais qu'il l'a peut-être déjà lu. Bon, je sais pas, mais ça pourrait être marrant. Sinon, c'est vrai que toute cette histoire avec Balsamico, donc là, on sait que Arkenberg possède le corps de Balsamico, mais cette histoire comme quoi il va mourir, ça, je comprends pas. Parce qu'en théorie, on avait vu Suminori, donc le premier avoir été, enfin le premier garde de Arkenberg, qui a été envoyé dans le corps de Shikaku. Euh, il s'est suicidé, enfin il a fait se suicider Shikaku, et on a vu que le corps de Sumidori s'est remis, enfin il s'est entre guillemets réactivé, et a commencé à parler. On n'a jamais su qui c'était, mais bon, a priori on supposait que c'était Sumidori. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que si Arkenberg tue le corps de Balsamico, c'est Balsamico qui est renvoyé dans le corps de Arkenberg. Ce serait bizarre. Je me demande si c'est pas juste Arkenberg qui a demandé à Wario de dire qu'il allait mourir. Peut-être que c'est une stratégie. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre cette histoire. Peut-être que c'est une stratégie pour dire que. Enfin, pour faire croire qu'il va mourir, alors qu'en fait non, je sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. En tout cas, si Balsamico est mort, ou en tout cas va mourir, parce que certainement que Arkenberg va le faire, va le tuer, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir certainement de Balsamico va aller jusqu'à Benjamin. Et il y a aussi l'histoire du cours de Nen. Et ça, franchement, je suis surpris. Parce que je m'attendais pas à ce que le deuxième cours de Nen reprenne tout de suite. Alors certes, a priori tout le monde a appris le Nen. Donc là, Kurapika va pas faire de cours particuliers sur le Hatsu. Il a dit je vous apprends le Nen. Donc là, il débloque le Nen et les mecs se démerdent. Ce qui me paraît pas bête en même temps. Mais moi, ce qui m'embête, c'est l'histoire de Silent Majority. Du coup, je comprends pas parce que vraiment, je pensais que l'histoire de Silent Majority serait résolue à la fin du premier cours. Et comme normalement c'était censé durer 2 semaines, je pensais mais là, ça a duré moins que 2 semaines en fait.
Donc peut-être que ça dépend des gens. Si ça va vite, bah, ça va vite. Et puis sinon ça met 2 semaines. Je sais pas. En tout cas, là c'est vraiment bizarre. Je sais pas, peut-être que ça veut dire que Silent Majority c'est un mec qui va d'endroit en endroit et qui tue les gens. Je sais pas. Euh, Parce que vraiment, je suis encore plus confus qu'avant. Je pensais qu'il faisait partie de ce groupe de gens qui ont travaillé le naine avec Kurapika. Ou alors c'est des mecs qui sont venus en tant que garde, comme bah, les Slackers, les Sakata, Ashito, tout ça. Balsamico. Mais ce serait... Enfin, pardon, pas Balsamico, Baby Maina, mais Baby Maina c'est pas possible parce qu'il a un naine de contre-attaque, donc c'est pas lui. Et puis normalement maintenant s'ils partent tous, ben il y aura plus Furikov non plus parce qu'il était censé venir de la part du Premier Prince. En théorie, à moins que à moins qu'Oito ait rien à dire, mais je vois pas pourquoi ils accepteraient qu'il y ait plus que un mec. C'est-à-dire que s'il y a Baby Maina plus Furikov plus encore un troisième, enfin ça me paraît très bizarre. En théorie, Furikov est censé partir, hein, puisque voilà, Kurapika avait accepté que des gens viennent, que 2 personnes maximum par prince viennent. C'est Furikov qui est venu. Baby Maina était là, mais avant, donc en théorie, ça va changer. Voilà, ou alors Silent Majority, et ça va être, il va attaquer des gens ailleurs, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce qui permettrait à Kurapika de se laisser d'être un peu tranquille, mais tout en essayant de savoir quand même qui est le tueur. Peut-être s'il trouve qui est le tueur, il pourrait peut-être, je sais pas, gagner la confiance d'un autre prince qui se serait fait attaquer ou un truc comme ça. Bon, je sais pas. Euh, oui, et donc je voulais parler donc de l'histoire entre bah, Senritsu, Kaiser et Kacho 2 qui veulent venir assassiner donc le septième prince Lusurus. C'est un truc que j'avais évoqué avec les autres youtubeurs par message, mais je trouve l'idée pas trop bête. C'est censé se passer le jeudi, donc le lendemain, bon, probablement que dans le prochain chapitre, on va avoir Shorai, etc. La fin entre Balsamico, etc. Mais peut-être dans le chapitre d'après, on aurait ça. Donc l'attaque, euh, en théorie, donc ils sont censés aller voir directement l'Usurus dans sa suite 1007, l'endormir avec l'Ocarina et ensuite le récupérer pour le balancer par la flotte. Voilà, en gros. Mais le truc, c'est que on sait que la bête spirituelle protectrice de l'Usurus permet de faire comment on appelle ça, des pièges avec le naine en mettant les désirs des gens. Donc je me dis que, à mon avis, la bête de naine va attaquer et avant que elle ait le temps d'utiliser son ocarina, peut-être qu'au moment où elle utilise enfin, il va peut-être se passer un truc comme ça. Et du coup, je me dis que le piège de la bête de naine, ça va être de montrer le visage de Senritsu quand elle était encore avant qu'elle ait cette apparence-là, pardon. Donc avec son ancienne apparence de apparemment jolie jeune femme, puisqu'elle avait l'air de dire qu'elle était plutôt jolie avant. Et ce qui me ferait beaucoup rire, ce serait qu'au contraire, Kaiser, on voit vraiment, déjà, soit on voit ses vrais désirs, ce qui serait intéressant, mais ce qui serait marrant, c'est de voir que lui, ce qu'il a en face, c'est la Senritsu actuelle. Et ça nous ferait dire, bah, ah oui, en fait, il est vraiment amoureux d'elle, c'est son désir le plus profond. Euh, ou on verra un autre désir de Kaiser, et ce qui pourrait nous mettre un peu sur la voie de savoir qui il est, pourquoi il est comme ça, pourquoi il serait auto-manipulé ou manipulé par quelqu'un. Voilà, c'était un petit peu la petite théorie de fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben voilà, on se retrouve pour ceux qui veulent mardi à 20h. Et à bientôt. Ciao.